Léna claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires de la vieille demeure sévillane. « Où est Margot » hurla-t-elle. Sa voix rauque d'avoir crié des ordres sur des champs de bataille lointains. Mais le silence qui répondit n'était pas celui de la paix, c'était le vide assourdissant d'une trahison familiale. Léna avait passé 730 jours en mission, sous le soleil impitoyable du Sahel, où les balles sifflaient et les nuits étaient hantées par les ombres des camarades tombés. À 28 ans, elle était revenue, marquée par la guerre, avec une cicatrice sur l'épaule gauche et un cœur endurci par la solitude. Séville, sa ville natale, avec ses ruelles étroites et ses orangers en fleurs, lui semblait maintenant étrangère. Elle avait rêvé de ce retour, les embrassades de sa mère, les rires de son père, et surtout, les yeux pétillants de Margot, sa petite sœur de 22 ans, qu'elle avait élevée comme une fille depuis la mort prématurée de leurs parents dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Mais la maison était froide. Les meubles étaient recouverts de poussière, et une lettre froissée traînait sur la table de la cuisine. Léna la saisit, ses mains tremblantes déchirant l'enveloppe. Margot est partie. Elle n'est plus des nôtres. Ne la cherche pas. Signé de la main de leur oncle, le patriarche conservateur qui avait pris les rênes de la famille en leur absence. Léna sentit une rage bouillonnante monter en elle. Comment? Pourquoi? Elle fouilla la maison, renversant des tiroirs, jusqu'à trouver le journal intime de Margot caché sous le matelas. Les pages étaient remplies de confessions déchirantes, des mots d'amour pour une femme nommée Sophia, des peurs d'être découverte, et enfin, l'ultimatum familial. Ils m'ont chassée comme une paria parce que j'aime une femme. Léna s'effondra sur le sol, les larmes coulant pour la première fois depuis des mois. Elle se rappelait Margot enfant, avec ses boucles châtaines et son sourire timide, courant dans les jardins de l'Alcazar. Elles avaient tout partagé, les secrets, les rêves, les peines. Léna avait rejoint l'armée pour subvenir à leurs besoins, laissant Margot aux soins de la famille élargie. Et maintenant? Cela. Une trahison qui la brûlait plus que n'importe quelle blessure de guerre. Elle composa le numéro de Margot. Mais la ligne était coupée. Où pouvait-elle être? Dans les rues de Séville? Sans abri? Sans argent? Le soir tombait sur la ville. Et Léna erra dans les quartiers animés de Triana, interrogeant des amis d'enfance. Margot? Elle a disparu il y a 6 mois. On dit qu'elle vit avec des marginaux, près du fleuve. Léna sentit son cœur se serrer. Elle imaginait sa sœur, fragile et sensible, exposée à la dureté de la rue. La nuit venue, elle s'assit sur un banc face au Guadalquivir, le vent chaud portant l'odeur des tapas et des guitares flamencas. « Je te trouverai, petite sœur, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, une peur lancinante, et si Margot avait changé? Et si cette révélation sur son orientation la forçait? Elle, Léna, à affronter ses propres démons enfouis? Le lendemain, Léna se rendit chez l'oncle. Un homme austère aux moustaches grises, vivant dans une villa bourgeoise aux abords de la ville. « Pourquoi l'avez-vous chassé » demanda-t-elle. Les poings serrés. Il la regarda avec mépris. Elle a apporté la honte sur notre nom. Aimer une femme? C'est contre nature? Contre Dieu? Nous l'avons mise dehors pour qu'elle se repentisse. Léna explosa. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Margot est notre sang. Mais l'oncle resta inflexible, fermant la porte à ses cris. Désespérée, Léna contacta d'anciens contacts militaires pour tracer Margot. Une piste la mena à un café bohème dans le quartier de Santa Cruz,
où des artistes et des âmes perdues se réunissaient. Là, elle rencontra Sophia, une jeune femme de 25 ans aux yeux noirs et à la peau olivâtre, avec un tatouage de rose sur l'avant-bras. « Margot m'a parlé de vous, dit Sophia d'une voix douce. Elle vous admire tant. » Léna sentit une jalousie inexplicable monter, mais aussi une curiosité. Sophia raconta leur histoire, une rencontre fortuite lors d'un festival de flamenco. Des regards échangés. Puis un amour naissant, pur et intense. Mais la famille l'a découverte. Ils l'ont battue verbalement. L'ont privée de tout. Elle s'est enfuie avec moi. Mais nous nous sommes séparés quand les pressions sont devenues trop fortes. Léna écouta, le cœur battant. Pour la première fois, elle envisagea l'amour de Margot non comme une aberration, mais comme une vérité profonde. Elle se rappelait ses propres nuits solitaires en mission, où elle avait refoulé des sentiments pour une camarade d'armes, préférant l'armure de la discipline. Était-ce cela? L'héritage familial? Une répression qui les avait toutes deux piégées? Enfin. Une adresse, Margot vivait dans un squat près de la cathédrale. Léna s'y précipita. Le cœur en feu. La porte grinça. Et là, dans la pénombre, Margot apparut, amaigrie, les yeux cernés, mais toujours avec cette lueur de résilience. Léna, murmura-t-elle, et elles s'étreignirent, les larmes coulant librement. Je suis désolée, sanglota Margot. Non. C'est moi qui suis désolée d'avoir été absente, répondit Léna. Ce moment marqua le début d'une reconstruction, mais aussi l'entrée dans un tourbillon d'émotions plus complexes. Les jours suivants furent un mélange de joie et de tourments. Léna installa Margot dans un petit appartement loué avec ses économies militaires, loin des regards familiaux. Séville bruissait de vie, les marchés animés, les processions religieuses. Mais pour les deux sœurs, c'était un cocon fragile. Margot raconta tout, les premiers émois avec Sophia, la découverte de son identité lesbienne lors d'une soirée universitaire, et la confrontation violente avec l'oncle. Il m'a traité de monstre, dit-elle, les yeux baissés. Léna serra les dents, jurant de la protéger. Pourtant, une tension subtile s'installa. Léna, habituée à l'ordre militaire, peinait à comprendre la fluidité des sentiments de Margot. L'amour n'est pas une bataille à gagner, lui dit un soir Margot, alors qu'elle buvait du vin sur le balcon. Léna rit nerveusement. Pour moi, tout l'est. Mais au fil des conversations, elle se surprit à partager ses propres doutes. En mission, elle avait aimé en secret une soldate nommée Isabelle, une Française expatriée, mais avait tout réprimé par peur du rejet. Peut-être que je suis comme toi, avoua-t-elle un soir, les mots sortant comme une libération. Margot la regarda avec tendresse. Tu le es peut-être. Et ce n'est pas une faiblesse. Cette confession rapprocha les sœurs, mais attira aussi Sophia de retour dans leur vie. Elle vint un après-midi, apportant des fleurs et des excuses. Je n'aurais pas dû partir, dit-elle à Margot. Léna observa la scène. Un pincement au cœur. Sophia était charismatique, avec son accent andalou et son rire contagieux. Bientôt, les trois femmes passaient des soirées ensemble, discutant de littérature française Proust, Colette que Léna adorait, et de la lutte pour les droits LGBT en Espagne. Mais le conflit surgit quand l'oncle apprit le retour de Margot. Il envoya des cousins pour ramener l'ordre. Une nuit, des pierres volèrent contre les fenêtres de l'appartement. Sortez! Pécheresse, hurlèrent-ils. Léna,
En mode guerrière? Sortie avec un bâton? Les repoussant. Touchez-la et je vous détruis, cria-t-elle. Margot tremblait. Sophia la serrant dans ses bras. Ce fut le début d'une escalade, des menaces anonymes, des regards hostiles dans la rue. Au milieu de cela, une romance inattendue naquit. Lena et Sophia se rapprochèrent lors d'une promenade nocturne le long du fleuve. Tu es forte. Comme une héroïne de Zola, dit Sophia, effleurant la main de Lena. Lena rougit, surprise par la chaleur qui l'envahit. Était-ce de la trahison envers Margot? Non. Car Margot encouragea subtilement cette connexion. Sophia t'admire. Et toi? Tu as besoin d'amour, lui dit-elle. Pourtant, la trahison vint d'où on l'attendait le moins. Sophia, sous la pression de sa propre famille conservatrice, révéla accidentellement l'adresse à un cousin. Une nuit, l'oncle débarqua avec la police, accusant faussement Margot de vol pour la faire arrêter. Lena intervint, montrant ses papiers militaires, mais le mal était fait. Margot fut emmenée pour interrogatoire, hurlant de peur. Lena, folle de rage, confronta Sophia. Comment as-tu pu? Sophia pleura. Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé. Le cœur brisé, Lena passa la nuit à veiller devant le commissariat. Margot fut relâchée au matin, innocente, mais traumatisée. Je ne peux plus faire confiance, murmura-t-elle. Lena la serra. Moi? Tu le peux toujours. Elles décidèrent de quitter Séville pour Madrid, espérant un nouveau départ. Mais Sophia les suivit, implorant le pardon. Je t'aime, Margot. Et toi, Lena? Tu m'as touché profondément. Une triangle émotionnel se forma, teinté de jalousie et de passion. À Madrid, elles trouvèrent refuge dans une communauté LGBT, où des soirées poétiques et des manifestations pour l'égalité les enveloppèrent. Lena, pour la première fois, embrassa publiquement Sophia lors d'une Pride, sous les confettis arc-en-ciel. Margot sourit. Mais au fond, une douleur persistait. Et si je perds tout à nouveau, confia-t-elle à Lena. Le Hotrao approchait. L'oncle, obsédé, engagea un détective pour les traquer. Une lettre arriva. Revenez. Où je révèle tout à l'armée. Lena, risquant sa carrière, décida de l'affronter. Elle retourna à Séville seule, entrant dans la villa comme une tempête. Vous avez détruit notre famille, accusa-t-elle. L'oncle, surpris, révéla sa propre hypocrisie, un amour passé pour un homme, réprimé par la société. J'ai fait ce que je devais, dit-il, les yeux humides. Cette révélation humanisa l'ennemi, mais ne pardonna pas. Lena partit, le laissant à ses regrets. De retour à Madrid, elle trouva Margot et Sophia réconciliées, dansant dans un bar flamenco. La vie est une danse? Pas une guerre, dit Sophia. Lena sourit, rejoignant la piste. Les mois suivants furent un tourbillon de guérison et de découvertes. À Madrid, les trois femmes louèrent un appartement dans le quartier de Chuca, cœur vibrant de la scène LGBT espagnole. Les rues étaient remplies de cafés arc-en-ciel, de galeries d'art, et d'une énergie libératrice. Lena, libérée de son uniforme, trouva un emploi comme instructrice de self-défense, enseignant aux femmes comment se protéger, une métaphore de sa propre vie. Margot, encouragée par ses sœurs d'âme, reprit ses études en littérature,
Se plongeant dans les œuvres de Virginia Woolf et de Simone de Beauvoir, qu'elle lisait en français pour honorer les racines culturelles que Léna chérissait. La France est dans notre sang. Même ici en Espagne, disait-elle souvent, évoquant leurs ancêtres immigrés. Sofia, graphiste talentueuse, créa des affiches pour des événements queer, capturant l'essence de leur lutte. Mais les ombres du passé persistaient. Léna recevait des cauchemars de la guerre, se réveillant en sueur, et Margot luttait contre l'anxiété de l'abandon. Sofia, entre elles deux, devenait le lien fragile. Une nuit, après une dispute sur la jalousie, Margot accusant Sofia de trop regarder Léna, les vérités éclatèrent. « Je vous aime toutes les deux », avoua Sofia, les larmes aux yeux. Pas comme amante, mais comme famille. Cette confession transforma leur dynamique. Au lieu d'un triangle romantique, cela devint une polyamitié profonde, où l'amour platonique et romantique se mêlaient. Léna et Sofia explorèrent une relation naissante, faite de promenades dans le Retiro et de baisers volés sous les étoiles. Margot, de son côté, rencontra une nouvelle femme, Elena, une poétesse andalouse qui la fit renaître. Pourtant, le conflit culmina quand l'oncle, rongé par la culpabilité, vint à Madrid. Il frappa à la porte un soir pluvieux, le visage marqué par les regrets. « J'ai été un fou », dit-il, tendant une enveloppe avec l'héritage familial. Margot le regarda avec méfiance. Mais Léna, sentant la sincérité, l'invita à entrer. Autour d'une table, ils parlèrent des heures, des traditions oppressives, de la peur sociétale, et de l'évolution des mœurs en Espagne post-Franco. L'oncle raconta son histoire, un amour interdit dans sa jeunesse, étouffé par la dictature. « J'ai projeté ma douleur sur toi, Margot. » Elle pleura, pardonnant partiellement. Ce fut un moment humain, où la rédemption l'emporta sur la vengeance. Mais la trahison de Sofia ressurgit quand Elena révéla un secret. Sofia avait contacté l'oncle pour forcer une confrontation, espérant la guérison. « C'était pour nous sauver », expliqua Sofia. Margot se sentit trahie à nouveau. « Comment oses-tu jouer avec nos vies » hurla-t-elle. Sofia partit en larmes, laissant un vide. Léna, déchirée, choisit de soutenir Margot. « Nous n'avons besoin de personne d'autre », dit-elle. Mais au fond, elle savait que l'amour vrai exigeait le pardon. Des semaines passèrent dans la tension. Léna organisa une retraite dans les montagnes de la Sierra Nevada, où les trois femmes Margot, Sofia et elle se retrouvèrent pour une catharsis. Autour d'un feu de camp, sous le ciel étoilé, elles confessèrent tout, peur, désir, regret. « L'amour n'est pas parfait », dit Margot. « Mais il est humain. » Sofia s'excusa profondément, et un baiser scella leur réconciliation non romantique, mais sororale. De retour à Madrid, la vie reprit avec une profondeur nouvelle. Léna écrivit des lettres à Isabelle, sa camarade perdue, fermant un chapitre. Margot et Elena s'installèrent ensemble, planifiant un mariage. Sofia devint la marraine de leur union, symbolisant l'unité. Mais un twist final approcha, une lettre de l'armée informa Léna d'une promotion, mais avec un déploiement imminent. « Je ne peux pas te laisser à nouveau », dit-elle à Margot. Celle-ci sourit, « Va. Et reviens. Nous sommes fortes maintenant. » Le déploiement de Léna fut bref. Une mission humanitaire en Afrique, où elle appliqua les leçons de compassion apprises. À son retour, après 90 jours,
Séville et Madrid l'accueillirent comme une héroïne. Margot l'attendait à l'aéroport, avec Elena et Sofia, un bouquet à la main. « Bienvenue à la maison », dit-elle. Et elles s'étreignirent. Le cercle complet. Les années suivantes virent une transformation. L'oncle, changé, fonda une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille, en mémoire de sa propre hypocrisie. Margot devint professeure, enseignant la tolérance à travers la littérature. Sofia et Lena, en couple stable, voyagèrent en France, visitant Paris et la Provence, où elles se sentaient chez elles dans la culture romantique et philosophique. Un soir, lors d'un dîner familial réuni l'oncle inclus, Lena leva son verre. À l'amour, dans toutes ses formes. À la résilience humaine. Margot répondit, et à toi, ma sœur, qui m'a sauvée. Sofia ajouta, nous nous sommes sauvés mutuellement. La vie n'était pas sans défis, des discriminations persistantes, des doutes intérieurs. Mais leur lien, forgé dans le feu de la trahison et de la rédemption, était indestructible. Lena, autrefois soldate solitaire, trouva la paix dans cet amour sororal et romantique. Margot, jadis chassée, devint un phare pour d'autres. Dans les rues de Séville, sous les orangers en fleurs, elle marchait main dans la main, symbole d'un monde en évolution. La fin n'était pas un conte de fées, mais une victoire humaine, l'acceptation triomphant de la haine, l'amour l'emportant sur la peur. Ainsi se clôt cette histoire, où le cassé-achetine des conflits familiaux rencontre la profondeur des émotions, la douceur de la romance, et la sagesse humaniste. Car en Espagne, comme en France, l'âme humaine aspire à la liberté.